Dans l'histoire, les passions règnent en maîtresse. Bien sûr, nous pouvons vivre dans une période de paix et entretenir l'illusion d'une histoire pacifiée. Mais en réalité, de manière sous-jacente, au moins, les passions travaillent l'humanité et de ces passions surgissent les violences qui marquent le cours des choses. Lorsque l'on est confronté à la réalité de la guerre, on ne peut pas ne pas s'interroger sur la guerre elle-même et se poser la question radicale, la question qu'un philosophe ne peut pas ne pas poser. Qu'est-ce qu'une guerre? D'abord, on observera qu'une guerre n'est pas une simple rixe entre des personnes. Lorsque deux personnes s'opposent, lorsqu'elles entrent en conflit, le conflit ne dure pas. La rixe est un conflit qui ne s'inscrit pas dans une durée. Penser la guerre, c'est penser précisément la durée du conflit. Penser la guerre, ça n'est pas simplement penser une relation à l'espace. La guerre n'est pas simplement une opposition liée à quelque chose de territorial, même si le territoire joue, évidemment, dans la réalité de la guerre. Dans une guerre, on gagne du terrain ou on perd du terrain. Mais la guerre, c'est une réalité temporelle. Il n'y a de guerre que dans une durée. Il faut, pour qu'il y ait une guerre, que le conflit s'installe dans le temps. Or, précisément, cette durée du conflit n'existe pas entre des personnes. Suivons Rousseau dans sa démarche et essayons d'imaginer ce que nous aurions été si nous n'avions pas connu l'existence sociale. Imaginons que notre existence soit déployée dans une nature satisfaisant tous nos besoins. Laissons-nous porter sur les ailes de l'imagination et représentons-nous notre être comme un être satisfait par la nature, par hypothèse. Alors, si l'on s'engage dans cette représentation, ce qui nous apparaît, c'est que dans notre être, la société n'est pas inscrite comme une qualité distinctive. Nous aurions pu ne pas vivre en société. Autrement dit, par nature, nous sommes solitaires et nomades. Ce qui signifie que, par nature, il n'y a pas entre deux êtres humains de conflit durable. Dans la solitude, le conflit est très improbable. Et dans une situation de nomadisme, le conflit ne peut pas durer, ne peut pas s'installer dans le temps. Il n'y a pas de conflit durable entre les hommes. Et si l'on considère maintenant la vie sociale, ce que nous sommes, il n'y a pas non plus de conflit durable entre des membres d'une société. Il n'y a pas non plus de conflit durable possible entre des personnes qui constituent un ordre social, puisque dans la société, il y a des règles, il y a des lois qui s'accompagnent toujours et nécessairement comme loi juridique d'une force de coercition, de sorte que dans la société, le conflit entre personnes ne peut pas durer. Comment un conflit peut-il durer? Comment un conflit peut-il s'installer dans le temps? Une seule réponse, ici, par l'État. C'est l'État qui fait que le conflit s'installe dans la durée. Lorsque un homme se trouve en tant que militaire sur le champ de bataille, il obéit aux ordres, il accomplit l'action qu'il doit accomplir en tant que militaire, mais le fait-il simplement par sa propre volonté? On peut imaginer les soldats de la guerre de 14 empêtrés dans des tranchées, empêtrés dans une réalité guerrière très profondément meurtrière, douloureuse. On peut imaginer que ces personnes, passé un certain temps, n'aient eu comme seul désir que de cesser le conflit, que de cesser la guerre et de retourner à leur vie privée. Et pourtant, ils ne pouvaient pas le faire. Et ils ne pouvaient pas le faire pour une raison simple, c'est qu'en situation de guerre, quitter le champ de bataille, fuir, est un acte toujours potentiellement de désertion, et que la désertion, dans le domaine militaire, est passible des plus lourdes peines. Celui qui ne sort pas de la tranchée, s'il doit sortir de la tranchée, risque tout bonnement d'être fusillé. Donc, il n'y a d'installation du conflit dans la durée que par l'État. Sur cette base, il apparaît donc que penser la guerre, c'est penser l'État. Il faut en déduire que c'est de l'État, que du corps politique, que naît la guerre. On pourrait être tenté d'envisager la société politique comme une conséquence d'une violence naturelle qui aurait marqué l'histoire des hommes. On pensera ici à la thèse d'un Hobbes qui soutient que l'état de nature étant un état de guerre, les hommes constituent des corps politiques pour échapper à l'état de guerre qui menace chacun et dans lequel chacun risque de perdre la vie. Si l'on raisonne ainsi, c'est pour échapper à la guerre que l'on invente l'État, que l'on invente le corps politique, que l'on institue
hein, des cités. Alors, l'analyse que nous venons d'envisager, en suivant la démarche de Rousseau, à la fois dans le discours sur l'inégalité et dans le contrat social, si on suit cette logique-là, il apparaît que ça n'est pas pour fuir la guerre que l'on a inventé l'État. Il apparaît que c'est l'invention des États qui provoque l'état de guerre. Puisqu'il n'y a pas de guerre sans État, l'État ne naît pas d'un profond désir de fuir la guerre. En réalité, c'est l'État qui, toujours et nécessairement, provoque l'état de guerre. La guerre est donc une relation d'État à État. Il n'y a pas de guerre entre des hommes. Il n'y a pas de guerre entre un État et des hommes. Il n'y a de guerre qu'entre les États. Et sur cette base, ce qu'il faut envisager, c'est la distinction de l'homme, du citoyen et du soldat. Le soldat est là en tant qu'instrument du corps politique. L'ennemi, ça n'est pas l'homme. L'ennemi, ça n'est pas le citoyen. La distinction de l'homme, du citoyen et du soldat est essentielle. L'homme, c'est la personne humaine. L'homme, c'est l'être dont nous disions tout à l'heure qu'il est par nature solitaire et nomade. L'homme est un être qui se définit par la liberté. Et l'homme, par nature, est un être qui n'est pas citoyen. Le citoyen, c'est le membre d'un corps politique. Plus précisément, le citoyen, c'est le membre actif du corps politique. Le citoyen, c'est l'homme en tant qu'il est engagé dans les affaires de la cité. C'est celui qui, pour employer un vocabulaire rousseauiste, c'est celui qui participe à l'exercice de la souveraineté en tant qu'il participe à l'institution de la volonté générale et en tant qu'il exerce lui-même, en tant que citoyen, cette volonté qui est la volonté générale. Il est celui qui participe à l'institution de la loi, à laquelle ensuite, et en tant qu'homme, il se trouvera soumis dans la cité idéale. Le citoyen, c'est le membre du corps politique. L'homme, c'est la personne ou l'être humain qui par nature est solitaire et nomade. Et le soldat, lui, c'est l'instrument du corps politique. Le soldat, c'est celui que le corps politique met en scène, met en jeu pour obtenir le résultat qu'il vise. Donc, le soldat ici, c'est l'arme. Il n'est pas là en tant qu'homme sur le champ de bataille. Il n'est pas là même en tant que citoyen. Il est là simplement en tant qu'instrument d'une politique. Cela signifie que la guerre met en scène des États et que, du point de vue de l'expérience vécue, la situation de guerre met en scène des soldats qui s'affrontent en tant qu'ennemis, mais qui s'affrontent en tant qu'ennemis, non pas en tant qu'ils sont par ailleurs hommes et citoyens, mais qui s'affrontent en tant qu'ennemis parce que là, maintenant, dans le conflit, ils ne sont là qu'en tant que soldats. Si la guerre n'est qu'une relation d'État à État, si alors l'ennemi en temps de guerre n'est pas l'homme, s'il n'est pas non plus le citoyen, mais s'il est seulement le soldat, alors il faut distinguer très précisément l'acte de guerre, le crime de guerre. Et après l'histoire du XXe siècle, évidemment, le crime contre l'humanité. L'acte de guerre relève de la confrontation directe du soldat avec le soldat qui est l'ennemi en tant que soldat. L'acte de guerre relève de la confrontation directe d'une armée avec une autre armée. Le crime de guerre, c'est autre chose. Lorsqu'un soldat pose les armes, Rousseau fait remarquer qu'il n'est plus simplement soldat, il redevient homme. Lorsqu'il pose les armes, il réintègre d'une certaine manière les droits qui sont attachés à son humanité. Tuer un soldat qui a déposé les armes n'est donc plus un acte de guerre. Évidemment, lorsque une armée, lorsqu'un corps d'armée, ou lorsqu'un militaire porte atteinte à la sécurité et à la vie d'une population civile, il ne s'agit pas non plus d'un acte de guerre. Nous entrons là dans un autre registre. Nous sommes dans le registre du crime de guerre. Il s'agit tout simplement d'un crime. Celui qui porte atteinte à une population civile, celui-là ne se comporte pas comme un militaire et ne se comporte pas comme un guerrier. D'ailleurs, atteinte est portée à son honneur. Honte à lui. Il y a là quelque chose qui fait très profondément violence à l'humanité et qui fait très profondément violence aussi à l'idée même qu'on peut se faire, ou qu'on doit se faire, du militaire en tant qu'instrument d'un corps politique. L'acte de guerre relève de la guerre. Le crime de guerre, c'est un acte qui est sorti du champ de la relation guerrière et qui entre dans le domaine de la violence brutale portant atteinte à la dignité même de l'homme. Il y a là quelque chose qui relève du crime pur et simple. Et évidemment, si l'on poursuit la réflexion, la distinction de l'homme
du citoyen et du soldat permet de distinguer non seulement l'acte de guerre et le crime de guerre, mais cette distinction permet de distinguer l'acte de guerre, le crime de guerre et le crime contre l'humanité. Lorsqu'un corps d'armée agresse, porte atteinte à toute une population, parce qu'elle est ce qu'elle est, lorsque cette violence est perpétrée volontairement, et qu'elle est organisée, et qu'elle est produite de manière systématique, nous entrons dans un domaine qui est celui du crime contre l'humanité. Nous sortons totalement du champ de la guerre. La lecture du contrat social de Rousseau est très éclairante. Elle nous permet donc de penser la nature de la guerre, comme réalité proprement politique, comme réalité qui met en jeu des corps politiques. Elle est très éclairante parce qu'elle nous permet de penser les registres dans lesquels l'humanité s'incarne lorsque les corps politiques existent. Avec les corps politiques, lorsque nous sommes citoyens, nous ne sommes plus simplement hommes, nous devenons membres actifs d'un système politique qui institue des règles. Et lorsque nous sommes membres d'un corps politique, nous sommes toujours potentiellement militaires, c'est-à-dire instruments de ce corps politique. Et si l'on pense la réalité de l'État comme une réalité qui divise, au fond, très profondément l'humanité, alors lire Rousseau nous invite à penser le cours même de l'histoire. Le cours même de l'histoire, c'est le cours de réalité politique toujours belligérante, c'est-à-dire c'est le cours d'une humanité très profondément divisée d'avec elle-même. Le contrat social, d'ailleurs, nous permet de penser non seulement cette réalité de la guerre, cette réalité de la distinction de l'homme, du citoyen et du soldat, mais elle nous permet de penser ce que c'est qu'une arme de guerre. L'arme de guerre, c'est l'instrument dont se sert le militaire qui lui-même est l'instrument d'un corps politique, tout cela s'inscrivant dans un conflit durable, dans un conflit qui dure. Les progrès de la technique, on le sait, ont produit la bombe nucléaire, elles ont produit une arme qui empêche la durée du conflit. Qui empêche la durée du conflit, de sorte que l'arme nucléaire n'est pas une arme de guerre. Elle ne peut être qu'une arme de dissuasion. Elle ne peut pas être une arme considérée comme l'outil dont pourrait se servir un militaire pour parvenir à ses fins. Lorsque l'on entre dans un domaine qui est celui de l'utilisation possible d'une arme nucléaire qui pourrait détruire une population, nous entrons dans le champ du crime de guerre, là encore. L'arme nucléaire comme arme de destruction massive ne peut pas être une arme de guerre. Elle ne peut être qu'une arme de dissuasion, une arme qui empêche la guerre. L'analyse que nous venons d'envisager là, qui permet de penser la nature de la guerre, cette analyse permet également de penser ce qu'il en est de la structure politique elle-même. Il n'y a pas d'État légitime qui soit fondé sur la force. Ce qui fait le droit, ça n'est pas la force. Si le droit autorise l'exercice de la force, à l'inverse, la force ne fait pas le droit. Il n'y a de droit légitime que sur la base d'un accord entre les membres d'un corps politique qui institue une règle commune, règle qui sera accompagnée d'une force de coercition, mais règle qui se fonde d'une manière ou d'une autre sur la volonté de ceux à qui elle va s'appliquer. Donc, de la guerre ne peut pas surgir un corps politique légitime. Lorsqu'un peuple est vaincu dans la guerre, il est soumis à un pur et simple rapport de force. On pensera ici à cette belle formule de Rousseau, un peuple conquis, écrit Rousseau, n'est tenu à rien du tout envers son maître. Un peuple conquis n'est tenu à rien du tout envers son maître. Voilà ce que les dirigeants des corps politiques devraient avoir à l'esprit. Alors évidemment, on pourra objecter que les principes que nous venons d'énoncer, à partir de la lecture du contrat social de Rousseau, nous pouvons objecter que ces principes ne sont pas respectés. Évidemment. Il n'y a pas de guerre qui respecte très précisément ces principes. Lorsque des hommes en armes, des militaires, sont jetés en avant sur un territoire et que la force qu'ils ont en main leur permet d'occuper du terrain, lorsque les armes sont mises en action, lorsque la violence se déchaîne, toujours les populations civiles pâtissent. Donc le crime de guerre est consubstantiel à la guerre. Les principes que nous venons d'énoncer ne disent pas ce que sont les guerres. Ces principes ne disent pas ce que font les militaires. Mais ces principes sont essentiels, parce qu'ils nous permettent de juger les guerres, et ils nous permettent de juger les actes de ceux qui prétendent agir comme des militaires, mais qui en réalité n'agissent que comme des criminels.